Il n'y a pas eu de grands titres, pas de clash politique spectaculaire. Non, cette crise est née d'une décision discrète, presque invisible. Une simple modification bureaucratique, un changement dans les règles du jeu. Mais ce petit ajustement a eu un effet dévastateur sur une industrie entière, bouleversant le cœur même de l'agriculture américaine. John Deere, ce nom mythique, synonyme de fiabilité pour des millions d'agriculteurs américains, s'est soudain retrouvé, paralysé. Ces usines se sont figées dans un silence lourd et les revendeurs se sont retrouvés avec des showrooms vides. Les fermiers, quant à eux, ont vu leurs machines en panne et leurs pièces de rechange bloquées à la frontière. Une attente interminable, une frustration grandissante. Ce n'était pas une guerre économique, ni une menace directe. Non, le Canada n'avait pas besoin de force. Ils ont simplement changé les règles, introduisant un obstacle logistique si complexe qu'il a étouffé tout le système de production. Pendant ce temps, à l'échelle mondiale, les concurrents se sont précipités. Rapides, impitoyables, ils ont saisi l'occasion. Aucun d'eux, pas même John Deere, n'avait vu cette manœuvre venir. Mais tout a changé en un instant. Et tout le monde, de Washington aux fermes du Midwest, se demandait comment ce simple changement a-t-il pu provoquer un tel chaos? Avant de continuer, une petite pause rapide. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre les 13 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y arriver. Merci de votre aide et restons ensemble pour la suite de cette histoire. Ce qui a commencé comme une simple perturbation est rapidement devenu une crise systémique. Les usines de John Deere, réparties dans l'ensemble du Midwest américain, ont cessé de produire. Ce n'était pas une simple pause dans la production, c'était l'arrêt complet de chaînes de montage entières. À Iowa, puis en Illinois, Missouri et Kansas, les ouvriers se sont retrouvés face à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le travail s'était arrêté et il n'y avait aucune certitude sur le moment où il reprendrait. Les managers, généralement prêts à rassurer, ont cette fois-ci peiné à trouver des mots. L'attente des pièces devenait insupportable, et au lieu de retrouver des machines flambant neuves, les employés sont restés dans l'incertitude, leur futur suspendu à une décision qui échappait à leur contrôle. Plus les jours passaient, plus les rumeurs circulaient. La situation durerait-elle? Y aurait-il des licenciements massifs? L'effondrement était total. John Deere, qui avait toujours vanté sa capacité à s'adapter aux crises, semblait cette fois paralysé, sans plan d'urgence. Les ouvriers, habitués à une certaine sécurité, se retrouvaient soudain dans une situation où chaque journée, sans réponse, les plongeait un peu plus dans le doute. Ce n'était plus un simple retard de production, mais une rupture totale du modèle économique sur lequel ces communautés avaient bâti leur avenir. La crise n'a pas frappé seulement les usines. Elle s'est propagée comme une onde de choc jusque dans les petites villes rurales où les revendeurs John Deere, jadis des piliers de la communauté, ont été eux aussi paralysés. Ces revendeurs, qui avaient bâti leur réputation sur la fiabilité des produits de la marque, ont vu leurs étagères se vider, leurs promesses non tenues. Les fermiers, déjà affectés par le manque de pièces, se sont rendus en masse chez leurs concessionnaires, espérant des solutions, mais ont trouvé des salles d'exposition désertées. La panique a commencé à se propager. John Deere n'avait pas anticipé l'impact d'une rupture aussi prolongée. Sans communication claire et précise de la part de la société, la confusion est devenue la norme. Les revendeurs se sont retrouvés dans une situation impossible, tentant désespérément d'expliquer la situation à des clients de plus en plus frustrés. Certains ont commencé à chercher des solutions ailleurs, explorant des alternatives qui n'avaient jamais été envisagées jusque-là. La loyauté envers John Deere, qui semblait indéfectible, s'est mise à s'effriter. Les fermiers, qui avaient vu la marque verte et jaune comme un symbole de confiance, ont commencé à se demander si cette confiance n'avait pas été trahie. Certains, après des générations de fidélité, ont envisagé de se tourner vers des marques concurrentes,
Ce n'était plus une simple question de productivité, mais de survie. La loyauté des clients avait changé de visage. Alors que John Deere se débat avec ses propres défaillances, une stratégie subtile mais redoutable se déploie derrière les frontières canadiennes. Le Canada, sans faire de bruit ni exercer de pression directe, avait changé les règles du jeu. Un simple ajustement bureaucratique a suffi pour désorganiser une chaîne de production complexe, en modifiant les conditions logistiques entre les deux pays. Ce n'était pas une guerre commerciale ouverte, mais une manœuvre stratégique, un piège bien pensé, déguisé en politique douanière. En ralentissant le passage des pièces essentielles à travers la frontière, le Canada a créé un chokehold logistique, étouffant les flux de production sans jamais transgresser une seule loi. Ce coup silencieux a eu des répercussions profondes, forçant des géants comme John Deere à faire face à des conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipées. L'objectif n'était pas seulement de perturber temporairement la production, mais de faire réfléchir les entreprises américaines sur leur dépendance à la production étrangère. En paralysant une partie du système, le Canada obligeait John Deere à repenser son modèle économique. Une chose était claire, le Canada ne faisait pas que répondre à une crise immédiate. Il poussait les États-Unis à envisager une relocalisation de la production. La puissance de cette stratégie se cachait dans sa simplicité. Pas de guerre ouverte, pas de menace, juste une simple modification des règles. Et pendant que John Deere luttait pour respirer, ses rivaux se faufilaient déjà, prêts à prendre la place laissée vacante. Tandis que John Deere luttait contre sa paralysie, la scène mondiale prenait un tournant inattendu. Ce qui semblait être une crise isolée, confinée aux frontières américaines, a rapidement ouvert des portes aux rivaux étrangers. L'impact de l'arrêt de production a laissé un vide, un espace que d'autres géants ont rapidement occupé. La Chine, la Corée du Sud et même l'Europe ont vu une occasion unique de s'imposer dans un marché jusque-là dominé par John Deere. Les fabricants chinois, comme BYD, ont saisi cette opportunité pour introduire leurs tracteurs dans les salles d'exposition rurales américaines, là où les machines de John Deere étaient absentes. Ils ont offert ce que John Deere ne pouvait plus fournir, des machines disponibles immédiatement à des prix compétitifs et avec des garanties de service. Les agriculteurs, désespérés par l'inaction de leurs fournisseurs habituels, ont commencé à se tourner vers ces alternatives. La Corée du Sud a suivi une stratégie similaire, avec des marques comme Kubota se faisant une place de choix. Plus réactifs, plus agiles, ces fabricants étrangers ont su tirer parti du chaos pour conquérir des parts de marché. Pour les fermiers américains, ce n'était plus une question de marque, mais de praticité. Les machines de remplacement étaient prêtes à l'emploi, un luxe dont ils ne pouvaient se priver, alors que les récoltes étaient en jeu. Au fur et à mesure que ces marques étrangères s'imposaient, la question se posait. Qu'allait devenir l'empire John Deere face à une concurrence étrangère aussi déterminée et agile? Alors que la crise s'intensifiait, John Deere a fini par réagir. Consciente du chaos dans ses usines et de l'impact sur ses revendeurs, l'entreprise a annoncé son intention de relocaliser une partie de sa production. Une tentative de revenir à une production locale avec des usines en Iowa et en Illinois, dans l'espoir de réparer les dégâts. Mais il était trop tard. Le retard accumulé, l'effondrement de la confiance des consommateurs et les coûts énormes liés à la réorganisation de la production ont créé des obstacles quasiment insurmontables. Les ouvriers qui avaient été réembauchés après une longue période de chômage ont été confrontés à des conditions chaotiques. Des machines restées inutilisées pendant des mois nécessitaient des investissements massifs pour être remises en état. Les fournisseurs, désormais attirés par des contrats plus lucratifs avec des marques étrangères, n'étaient plus aussi réceptifs
Les partenaires historiques de John Deere se tournaient vers d'autres horizons. L'entreprise s'était laissée distancer par ses rivaux étrangers et la reconquête de son marché n'était plus qu'un pari risqué. Les investisseurs, jadis confiants, ont commencé à perdre foi et les actions de la société se sont effondrées. Une question persistait, même si John Deere réussissait à redémarrer sa production, la marque pouvait-elle réellement récupérer la confiance qu'elle avait perdue auprès des consommateurs et des fermiers? La récupération semblait possible, mais elle serait longue, douloureuse et incertaine. En fin de compte, ce n'était pas simplement une question de production, mais de réparation profonde dans l'âme de l'entreprise, dans sa relation avec ses employés, ses revendeurs et ses clients.